Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du balado Ensemble demain. C'est devenu une habitude, je ne mettrai pas l'introduction, donc c'est toujours moi, Sophia au micro, puis la soupe, puis avec le co aussi, puisqu'aujourd'hui j'ai deux invités. Cet épisode, il y a quelque chose qui est important pour moi dans cet épisode, je ne sais pas spécifiquement, intimement, parce que on va parler de la maternité, de la parentalité. On va parler du rôle des mères, de la place des femmes. Puis pour moi, devenir mère, ça a tout chamboulé, tout transformé. Ça a été une déconstruction assez profonde. Mon corps a changé, mais mon rythme aussi, mes priorités, la manière dont je porte mon regard sur le monde et dont je porte mon regard sur moi-même. Puis ça a révélé un élan d'engagement aussi, puis quelque chose de plus vaste sur la manière dont on fonctionne en tant que société, dont on a construit, dont on a organisé la place des mères, la place des parents, la place de la famille dans le monde du travail, mais dans toute la société. Alors aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir deux femmes qui chacune, à leur manière, viennent explorer, viennent questionner, viennent essayer de transformer à leur façon cette réalité-là. Alors, je reçois Amélie Mongrain, qui est la fondatrice d'Ella Conseil. Puis Amélie, elle accompagne les parents, elle accompagne les organisations à revoir leur transition vers la maternité pour créer une forme d'équilibre des chances entre les hommes et les femmes en milieu professionnel. Et donc, au travers comme un accompagnement, je pense que l'aspiration, c'est d'atteindre une égalité des carrières. Et puis, en démarrant, en fait, cet accompagnement-là dès le congé parental. Et puis, il y a Elisabeth Brosseau qui est entrepreneur social, qui porte le projet La ligne d'arrivée, puis qui pousse la réflexion en interrogeant de manière systémique l'organisation actuelle autour de la maternité. Et puis, les possibles réorganisations qu'il pourrait y avoir dans les politiques familiales. Donc, toutes les deux militent pour une prise de conscience, mais pas seulement une prise de conscience pour une refonte des structures, pour des actions concrètes qui viennent finalement, oui, s'ancrer dans le terrain, oui, s'ancrer dans l'intime, mais aussi aller plus loin que ça, parce que je pense, puis je l'exprime beaucoup ici, euh, il y a l'intime, puis aussi il y a comme tous les cadres collectifs, toutes les normes qui sont invisibles et qui viennent façonner un petit peu ce qu'on croit qui est normal, puis tout le concret des politiques autour. Alors, on va se poser plein de questions sur l'expérience des mères, des parents, comment est-ce qu'on peut aller au-delà du discours de conciliation travail-famille pour aller transformer en profondeur. Qu'est-ce que ça dit de la place des mères, des femmes, des parents, de la famille dans nos sociétés quant à nos valeurs, nos biais et nos angles morts. Alors après, ce long blabla d'intro, merci Elisabeth et Amélie d'être avec moi aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent un petit peu la façon dont ça s'amorce, je pense que tout commence tellement dans l'intime pour moi, puis s'amène à l'extérieur que je commence toujours mes épisodes dans l'intime pour comprendre l'histoire des personnes. Alors, c'est quoi votre histoire? Qui est-ce que vous êtes au-delà de tous les rôles que vous portez? Vous aspiriez à quoi quand vous étiez petite? Ouais, qu'est-ce qui vous habite? Merci d'abord, Sophia, de nous recevoir, puis de nous recevoir ensemble. Je trouve que c'est vraiment le fun, Elisabeth et moi. Alors, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui, moi, disons, a habité mon histoire ou a façonné qui je suis? Je pense que j'ai toujours eu la flamme très entrepreneuriale, tu sais, de créer quelque chose. Tu sais, que je me souvienne quand j'étais jeune, tu sais, à 12 ans, je faisais le camp des jeunes entrepreneurs. On créait des bracelets en macramé. Puis, tu sais, je voulais tellement comme que ça soit une entreprise qui ait tu sais, quasiment une vraie existence, malgré que c'était un projet. À 13 ans, j'appelais l'abbé pour être vendeuse. J'envoyais mon CV. Tu sais, j'étais vraiment motivée. Je voulais comme... C'était quelque chose qui était important pour moi. À 17 ans, j'ai eu une franchise étudiante. Tu sais, j'ai eu 150 clients, 8 employés. Tu sais, j'avais vraiment ce désir-là
de bâtir une entreprise. Puis bon, après, tu sais, l'école est venue et tout ça. Mais c'est vraiment, ça a toujours fait un peu partie de moi, ce désir-là. Et aussi, qu'est-ce qui a marqué, je dirais, mon histoire, c'est que quand mes parents sont divorcés, ça fait aussi une des choses qui a motivé la création de la Conseil, c'est que moi, ma mère, elle était à la maison pour nous pendant 12 ans. Et il y a vraiment eu comme une très grande différence au niveau de la capacité de générer des revenus après le divorce, malgré que, oui, il y a une séparation des biens. Et c'est vraiment là où moi, je me suis dit, il y a comme un impact sur les finances des femmes à ce niveau-là. Donc, moi, ça m'a vraiment marqué en tant que jeune. Puis je me suis dit, bon, je vais toujours vouloir avoir mon indépendance financière. Ça a toujours été quelque chose de très marquant pour moi. Fait que, tu sais, l'égalité des femmes, des hommes, pour moi, a toujours été très importante au niveau des opportunités au travail, à l'école, peu importe. Puis je dirais que j'étais pas vraiment très consciente des inégalités jusqu'à temps que je devienne maman. Et c'est vraiment là où j'ai comme un peu vu davantage où il y avait des inégalités, que j'ai aussi beaucoup plus discuté, reçu des témoignages, des expériences. Et c'est un peu tout ça en mis ensemble qui a fait que j'ai créé la conseil. Donc voilà d'où ça vient un peu. Mhm. Merci Amélie. Ben, bonjour Sophia, puis merci de nous recevoir, Amélie et moi. Moi aussi, je suis très contente qu'on fasse équipe ensemble aujourd'hui pour parler d'un sujet sur lequel on connaît tellement. Euh, de mon côté, ma drive, ça a toujours été la justice sociale. Puis j'écoutais Amélie, puis je me revoyais moi aussi plus jeune, tu sais, au secondaire, puis je me disais, tu sais, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Puis je me disais, ben là où je vais avoir le plus d'impact. Puis après ça, tu sais, pour moi, ça a évolué au fil du temps. Puis, je me suis rendu compte que la politique, ça m'intéressait beaucoup parce qu'au final, c'était là où on avait le plus gros impact possible. Tu sais, c'est vraiment sur les politiques publiques, c'est ça le plus gros déterminant social. Et c'est pour ça que je suis allée étudier en sciences politiques, puis qu'après ça, j'ai travaillé en politique auprès, tu sais, d'un élu pour justement être capable d'influencer le plus possible les décisions. Puis, pour moi, tu sais, vraiment, les inégalités sociales, c'est vraiment ça qui m'a marqué le plus, je pense, quand j'étais jeune. Puis, dans mes voyages aussi, puis c'est ça qui fait en sorte que pour moi, c'est ça à quoi doit servir, tu sais, aussi mon impact. Donc, euh, donc moi, c'est là d'où je pars pour, en lien avec ligne d'arrivée, parce que je crois vraiment, effectivement, tu sais, avec même avant de tomber enceinte, puis après ça, quand je suis tombée enceinte, de voir la liste des inégalités s'allonger, pour moi, ça a été vraiment un gros sentiment d'injustice. Puis après ça, de regarder qui travaille là-dessus, puis de voir qu'au final, ben, c'est un peu il y a plein d'organisations qui travaillent de plein de manières différentes, mais qu'il y a toujours un terrain vacant à certains endroits là, pour une trajectoire égalitaire. Donc, c'est ça ma drive. Mhm. Merci Elisabeth, merci Amélie. C'est fou votre drive, on dirait qu'il y avait cet élan-là vraiment toute petite pour les deux. De- je- j'ai envie de rebondir sur le fait que justement, toi, Amélie, tu rêvais d'une entreprise, mais en fait, c'était comme encore plus large que ça, parce que tu étais dans ton élan d'entreprendre des choses. Puis je trouve que vous venez illustrer tellement comme toutes les possibles pour entreprendre, puis qu'entreprendre, bah, justement, des fois, c'est pas juste une entreprise, puis bien souvent, c'est pas une question de profit, de marchandisation des choses, de faire de l'argent, mais il y a quelque chose de très viscéral à l'intérieur, de vouloir transformer quelque chose, de vouloir que ça soutienne au-delà de soi-même, en fait. Et je trouve ça beau ce que vous partagez parce que, oui, parce qu'on vit dans un monde d'inégalités, puis qu'il y en a certaines qu'on adresse tout doucement, puis il y en a d'autres qu'on invisibilise très fort. Puis la réalité, la parentalité des mères est très, très invisibilisée. Et peut-être que ça prend de plus en plus d'espace dans les conversations dans nos pays comme bah, ici, au Québec, au Canada, en France aussi. Mais quand, quand je,
quand je vois dans mon propre pays d'origine, le Maroc, ben, c'est tellement pas quelque chose qui même est abordé. Donc, je trouve ça intéressant aussi de voir les différences de prise de conscience, puis d'évolution ouais, des conversations autour de tout ça. Puis là, vous avez partagé toutes les deux que quand vous êtes devenue mère, vous avez constaté les inégalités qu'il y avait. Est-ce qu'il y a un événement, est-ce qu'il y a eu un moment spécifique où vous êtes passé de je suis consciente qu'il y a des inégalités, j'ai envie d'agir pour, mais que là, c'est le moment où il y a le déclic, où j'ai besoin qu'il se passe quelque chose et j'ai besoin, moi, comme personne, de faire quelque chose. C'est une question, tu sais, qui est super importante. Puis pour moi, tu sais, la base de ça, tu sais, je me souviendrai toujours de comme une marche que je prends avec mes amis en plein hiver, en forêt, puis où est-ce qu'on parle, tu sais, de parentalité, puis de comment est-ce qu'on se prépare, tu sais, pour le congé de maternité, puis on est en couple, puis tu sais, avec tout le monde, en fait, avec mes deux autres amis, on est en couple avec des hommes, donc on parle, tu sais, de partage de revenus, d'épargne, puis tout ça durant le congé de maternité, puis on se rend compte à quel point est-ce qu'on a vraiment des lectures différentes de comment se préparer, puis du niveau d'information aussi qu'on possède. Puis pour moi, ça a été un élément déclencheur à ce moment-là de me dire, OK, ben il y a quand même un enjeu parce que, tu sais, on a de la chance quand même dans nos parcours, tu sais, au niveau de notre éducation, de notre autonomie financière, puis tu sais, on n'a pas quand même ce niveau-là de connaissances pour être capable de se préparer adéquatement. Puis, c'est là que j'ai commencé à faire des recherches. Puis, savez-vous quoi? Moi, je me suis pas sentie valide d'aller de l'avant avec une opinion sur la maternité, la parentalité, tant que je n'étais pas devenue mère. Fait que toutes les recherches que j'ai faites en amont ont comme dormi dans le fond d'un tiroir en me disant que le jour où je serais mère, ben, je serais enfin valide aux yeux de la société pour parler des inégalités au final. Puis ça a quand même servi le temps de patienter parce que quand je suis tombée enceinte, puis que en fait, mon employeur m'a dit, ben, tu prendras tes heures de maladie pour aller à tes congés pour aller à tes suivis de grossesse, tu sais. Puis là, je me suis dit, ah, OK, tu sais, ça, c'est un problème. Il n'y a pas dans la loi sur les normes du travail d'heures réservées pour les suivis de grossesse, alors que, ben, j'ai parlé avec une médecin récemment, puis c'est comme une grossesse normale, ça va être 40 heures de suivi de grossesse sur 9 mois. Fait que je me souviens que les semaines où j'allais à mes suivis de grossesse, puis après ça, les échographies, après ça, les prises de sang, il fallait que je travaille plus fort durant ces semaines-là pour être capable de reprendre mes heures, parce que j'avais la chance quand même de reprendre mes heures. Euh, alors que, tu sais, je pense par exemple à la personne qui travaille au salaire minimum, elle doit s'absenter de son chiffre, tu sais. Fait que c'est du revenu qu'elle perd si, par exemple, il n'y a pas d'autres chiffres de disponibles ailleurs dans la semaine qu'elle peut reprendre. Fait que je me suis vraiment considérée, tu sais, chanceuse à partir de ce moment-là, mais à la fois très invisibilisée, pour reprendre les mots que tu mentionnais tantôt, Sophia, dans mon statut de personne enceinte au point de vue de la société. Tu sais. C'est là où je me suis rendu compte que la loi sur les normes du travail invisibilisait les personnes enceintes, puis que le retrait préventif n'est pas offert à toutes les femmes non plus, à toutes les personnes qui ont un utérus. Fait que c'est là, je pense, où pour moi, ça a été durant mon congé de maternité, quand j'en parlais avec différentes femmes aussi en congé de maternité, ben, à chaque fois, ce message-là résonnait, tu sais, puis personne n'avait un peu le portrait d'ensemble, puis on partait toutes de trajectoires très différentes. Tu sais, si tu parles avec une personne qui travaille à la fonction publique, ben, le gouvernement va topper son salaire à la hauteur de 85 durant 20 semaines. Fait que cette personne-là, déjà là, est plus privilégiée que toi, qui n'a pas accès, tu sais, qui a accès juste au RQAP. Fait que pour moi, ça a été un élément déclencheur quand même puissant pour me dire, OK, ben, toutes nos trajectoires sont individuelles, mais collectivement, on vit le même problème. Mm. Fait que c'est ça qui, moi, je pense, c'est dans le récit de toutes les femmes. Puis, je pense de voir apparaître à l'œil nu l'État patriarcal. Puis, je dis ça en voulant dire que les lois sont écrites pour les personnes qui ne donnent pas naissance, tu sais. Fait que majoritairement des hommes. Fait que c'est pour ça que
il dit qu'on peut voir l'État patriarcal à l'œil nu dans comment les lois sont faites pour l'instant. C'est puissant tout ce que tu dis, Fabien. On va chercher une émotion, hein, une résonance aussi. Ouais. Amine. Moi, je dirais que j'ai eu deux déclics suite à mon expérience personnelle. Ben, la première, c'est que moi, j'ai perdu mon emploi dû à la pandémie, mais j'étais enceinte de quelques mois. Et là, je me suis comme dit, quand on est enceinte puis qu'on perd son emploi, tu sais, on n'en parle pas souvent de cette période-là, ou juste une femme enceinte qui veut changer d'emploi, on n'en parle pas non plus. Fait que c'est des situations comme ça qui peuvent désavantager la carrière des femmes. Est-ce qu'on va être repris dans un autre emploi au milieu d'une grossesse, ou est-ce qu'on va avoir accès, tu sais, Elisabeth, tu parlais du top-up, tu sais, il y a plusieurs politiques organisationnelles qui demandent un nombre d'années ou de mois de service continu pour accéder à ça. Fait que quand tu es enceinte puis tu veux changer d'emploi, est-ce que là, justement, c'est un désavantage parce que si tu changes, tu perds ce revenu-là? Puis on pourra en parler davantage parce qu'Elisabeth, c'est vraiment, t'es experte là-dessus, au niveau de la pénalité à la maternité. Mais ça a été un de mes premiers déclics. Puis deuxièmement, ben nous, on n'a pas eu de place en garderie pendant 21 mois pour ma première fille. Donc, justement, à cause de la pandémie, il y a eu beaucoup de milieux familiaux dans notre région qui ont fermé. Donc, je me suis retrouvée, malgré moi, maman à la maison. Évidemment, moi, je venais de perdre mon emploi, donc tu sais, c'est sûr que c'était moi qui restais entre moi et mon conjoint. Mais ça a été vraiment un déclic très fort parce que moi, étant très entrepreneur, tu sais, je voulais partir justement mon entreprise, je me sentais très freinée et que j'avais pas vraiment de choix. Tu sais, on les a fait les appels aux différentes places là. Il était tanné qu'on les appelle justement, mais tu sais, ça faisait pas on n'avait pas plus de place. Donc, il y avait pas vraiment de choix pour nous. On n'a pas un réseau de support qui pouvait, tu sais, avoir, nos parents étaient pas disponibles là, pour garder notre fille. Donc, c'est vraiment ça qui m'a remis, qui a vraiment été un gros déclic pour moi. Et je sais qu'il y a des milliers de femmes au Québec qui vivent cette situation-là, ben, de famille. Mais encore une fois, c'est majoritairement la mère qui va rester s'il n'y a pas de place en garderie ou s'il y a vraiment un retard pour en avoir une. Donc, je dirais que pour moi, c'est vraiment ça qui a fait, OK, il faut vraiment faire quelque chose pour réduire cet impact-là sur la carrière des femmes à la venue des enfants. Ouais, puis c'est fou comme au final, dans ce que vous dites, il y a quelque chose de très intime, puis tu le disais, Elisabeth aussi, mais en même temps, il y a comme une résonance entre tous les intimes de ce qui est vécu, puis quelque chose justement qui vient être fondateur dans la structure de comment sont créées les organisations autour de la société, dans la société. Puis c'est fou parce que quand, dans le fond, les parents, les mères ont une place centrale au final dans la société, puisque on élève, entre guillemets, la relève. C'est les citoyens de demain qui sont là, qu'on porte. Mais c'est comme s'il y avait pas le droit d'être mère, il n'y avait pas le droit d'être parent. C'est souhaitable parce qu'il faut continuer de faire en sorte que la population se développe ou je ne sais quoi. Et en même temps, il n'y a pas d'espace. Donc, il y a ce que tu disais, Elisabeth, tu parlais du fait qu'il fallait prendre sur les congés maladie, par exemple. Puis, il n'y a pas même de place dans les noms parce que ça aurait pu être le congé maladie, mais qui est un nom spécifique ou qui est comme même dans les mots, c'est pas nommé. Puis je trouve ça, ouais, je trouve ça intéressant de voir aussi comment dans comment on dit les choses, comment on expose les choses, il n'y a pas de place non plus. Euh, ouais, ouais. Fait que j'aurais envie de dire tellement de choses parce que ça résonne avec tellement de choses, mais ce que je me rappelle et que j'ai envie de partager, c'est que quand je suis tombée enceinte pour la première fois, je me rappelle de l'annoncer, puis je me rappelle la joie de la personne qui est en face de moi parce qu'on travaille ensemble, puis qu'elle est heureuse pour moi. Puis en même temps, le découragement qui vient avec de dire encore une femme enceinte dans l'entreprise. Puis à partir de là, tu sens que progressivement, tu perds ta place d'une certaine manière, même s'il y a la flexibilité, même s'il y a l'amour, même s'il y a le soutien tu sens que tu perds une place parce qu'on pense déjà à
oh, elle est enceinte, donc elle va bientôt partir. Donc, dans le fond, on t'exclut aussi. Donc, on exclut la société, on exclut des milieux. Fait que, ouais, je voulais partager ça, parce que ça résonnait vraiment beaucoup avec ce que vous avez partagé. Puis, je voulais en venir à ma prochaine question que j'avais justement parce que quand on parle des milieux de travail, on parle de justement toutes les politiques en lien avec concilier le travail et la famille, le travail et la vie personnelle. Euh, mais il y a comme, c'est une question de surface en quelque sorte. J'ai l'impression, c'est une opinion, mais j'ai l'impression que vous deux, vous allez vraiment aux racines de ce qui se passe en fait, puis vous allez vraiment questionner pas uniquement les politiques en lien avec le travail, mais vraiment comme ce qu'il y a de plus large là-dedans. Puis je voulais vous poser la question, selon vous, si on va aux racines, c'est quoi le réel problème auquel on fait face justement? Puis vous avez commencé à en parler en partageant justement vos déclics. Mais c'est quoi le réel enjeu au-delà de tout ce qu'on peut faire pour concilier travail-famille? Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça encore? C'est une bonne question, hein? Je dirais qu'une des choses pour moi, c'est tant qu'il n'y aura pas d'égalité dans les soins aux enfants ou d'égalité à la maison, ça va être difficile d'avoir une réelle égalité au travail, euh, parce que veut pas, ça amène des billets, ça amène des contraintes, ça amène des décisions à prendre. Puis des fois, c'est pas nécessairement des décisions, tu sais, on dit souvent, ah ben, c'est le choix. Tu sais, c'est le choix, exemple, de la mère de faire du 4 jours semaine, c'est son choix. Mais des fois, c'est par manque de choix. Tu sais, moi, je l'entends aussi de clientes comme quoi que, ben, leur partenaire ou ne choisit de pas s'investir justement également à la maison. Donc, ces responsabilités-là parentales ne disparaissent pas. Donc, s'il n'y a pas un investissement égal de l'autre personne, ben c'est difficile après de pouvoir s'investir davantage au travail. Donc, c'est sûr que ça a une contrainte à ce niveau-là. Puis, je pense que ça fait partie un peu de l'enjeu. Et pourquoi moi, je pousse beaucoup pour le partage du congé parental, c'est que c'est là où les habitudes, les attentes se créent entre le couple et ça instaure un modèle, le modèle de la carrière primaire, carrière secondaire pendant un certain nombre de mois, même si des fois, on y va avec plus en termes d'années, parce que ça peut être 12, 14 mois, un congé parental, si justement c'est la mère qui prend l'ensemble des semaines. Ça instaure des habitudes, ça instaure des attentes qui peuvent être très difficiles à changer par la suite. Donc là, le problème justement est continue, perpétue, après même que la femme soit de retour au travail. Donc, c'est pour ça que quand on a un partage du congé parental où les deux expérimentent le rôle de euh, principal responsable de soins aux enfants, ben c'est là où justement après on peut avoir peut-être un meilleur partage de ces responsabilités-là puis créer des nouvelles habitudes et que les deux parents peuvent s'investir également au travail par la suite. C'est ce que j'aime autant dans ta question. Puis quand j'écoute Amélie, je suis comme, oh mon Dieu, c'est pour ça qu'on se complète autant bien, tu sais, parce que Amélie amène tout l'aspect de la culture parentale, puis c'est tellement un aspect important. Puis moi, j'ai l'impression d'être à un niveau où ce que je regarde la structure qui est en arrière, tu sais, qui est une variable différente, tu sais, mais qui a un impact aussi, tu sais, justement sur est-ce qu'on a, tu sais, la bonne structure pour nous permettre d'atteindre cette égalité-là? Et c'est là, moi, où ce que je me suis rendu compte que la politique familiale qu'on a, tu sais, on a une politique familiale parce qu'elle se repose de facto sur trois piliers, le RQAP, les allocations familiales et le réseau de services de garde. Mais tout ça, tu sais, c'est résumé par une politique familiale qui existe de facto. On l'a jamais écrite, cette politique familiale-là. Et la politique familiale, elle sert des objectifs de conciliation travail-famille. Elle ne sert pas des objectifs d'atteinte de l'égalité. Et pour moi, c'est un enjeu majeur parce que si on ne fait que réfléchir en termes de conciliation travail-famille, ça demeure qu'on n'atteindra jamais, tu sais, l'égalité parce que ça nous restreint dans les moyens qu'on est capable de prendre. Puis c'est pour ça, tu sais, entre autres, que ben, la trajectoire financière d'une personne qui va donner naissance va diminuer de 20
durant l'année de la grossesse. Donc, tu n'as pas donné naissance que ta trajectoire de revenus commence déjà à diminuer. Puis durant l'année du congé de maternité, on parle d'une baisse de revenus qui va jusqu'à 55%. Puis ça, c'est une étude qui a été faite au Québec avec les chiffres des T4 des Québécoises par les chercheuses Connolly, Eck et Fontaine en 2020 par le Cyrano. Fait que, tu sais, si vous cherchez la trajectoire de toutes les personnes de naissance là, dans le monde, ça dit exactement la même chose. Puis il y a des chercheuses qui l'ont fait pour le Québec, puis qui ont confirmé que même si le Québec figure dans les palmarès là, des meilleures politiques familiales au monde, ça reste que chez nous aussi, nos politiques familiales tracent une trajectoire inégalitaire. Donc, Mhm. elles sont un obstacle. Puis, il n'y a pas d'études qui s'attardent en ce moment sur pourquoi il y a une baisse de revenus durant la grossesse. Comment ça? C'est quoi les variables? Est-ce que c'est des raisons de santé? Est-ce que c'est des conditions de travail? Les deux sont intimement liés, qui font en sorte qu'il y a une baisse de revenus, on ne sait pas. Et le RQAP, c'est un bon régime, mais malgré ça, tu sais, il y a une baisse de revenus de 55% par rapport aux hommes qui sont utilisés dans l'étude. Mais ça fait en sorte tu sais, que les chercheuses reviennent là-dessus, c'est à quel point est-ce que les hommes et les femmes ont une trajectoire similaire tout au long de la vie, mais que l'élément déclencheur de la trajectoire des femmes, c'est vraiment l'année de la grossesse. Donc, à partir du moment où il y a une grossesse, où il y a une première naissance, ça va changer pour toujours la trajectoire de vie. Donc, ça ressemble vraiment à un graphique d'électrocardiogramme. Là. Ça pique du nez l'année de la grossesse, ça atteint l'apogée l'année de la naissance, ça prend 4 ans avant de remonter. Puis il y a 12 enfants souvent à l'intérieur de ça, puis ça prend 10 ans avant de récupérer le niveau qu'on avait avant la première naissance. Donc, c'est là où Amélie et moi, là, on se parle beaucoup, tu sais, au niveau de la culture parentale, le niveau de travail, tu sais, qui est opéré, tu sais, par les femmes, qui sont des emplois moins bien payés, à temps partiel, ou ce qui vont s'absenter plus souvent. Mais, euh, mais voilà, fait, que, tu sais, quand on regarde la structure, puis qu'on voit qu'au final, euh, on, nos propres politiques peuvent être un obstacle à l'atteinte de l'égalité, mais ça donne une autre lecture de le Québec, le paradis des familles. Tu sais. Ouais. Puis je vais juste finir, tu sais, en faisant le parallèle que j'aime que j'aime faire parce que je trouve que c'est quand même une bonne démonstration, mais du temps de ma grand-mère, tu sais, le travail de mettre des enfants au monde, le travail de reproduction sociale, il était 100% gratuit. Quand ma mère m'a donné naissance, tu sais, il y avait l'assurance emploi qui couvrait, je pense, 60-55% du salaire. Puis depuis, avec le RQAP, on couvre entre 55 et 75% du salaire. Mais il y a toujours une partie qui n'est pas couverte, qui est la pénalité normale à la maternité, qu'on assume que les personnes qui ont une utérus vont assumer gratuitement parce que c'est ça, la conciliation travail-famille, c'est que si on ne te donne pas ton plein salaire, ben, tu n'as pas d'incitatif tu sais, si on te donne ton plein salaire, tu n'as pas d'incitatif à retourner sur le marché du travail. Mais c'est pas une logique qui se vaut dans un système où finalement il y a toujours les mêmes personnes qui vont être pénalisées par le fait de porter le fardeau de la reproduction sociale. Tu sais. Puis la reproduction sociale est souhaitée. On a bâti un système économique là-dessus au complet sur les prochains travailleurs, les prochaines travailleuses, les prochains contribuables, mais aussi tu sais, tout un État-providence, les prochaines générations qui vont prendre soin des suivantes. Donc, euh, donc voilà. Hmm. C'est l'angle sur lequel je trouve qu'Amélie et moi se complètent tellement. Tellement. Si je peux faire du pouce sur ce que tu dis, tu sais, c'est souvent une raison financière pourquoi les pères décident de ne pas partager le congé parental, justement parce qu'il y a une perte de revenus. Mais cette perte de revenus-là va être absorbée d'une manière ou d'une autre. Donc, si c'est pas le père, ça va nécessairement être la mère. Donc, il y a vraiment ce côté-là financier qui accentue les inégalités de revenus. Puis, tu sais, tu parlais tantôt justement de l'écart de rémunération. Claudia Golden a gagné le prix Nobel d'économie en 2023 pour avoir démontré que l'écart de rémunération, le facteur principal qui explique ça, c'est la naissance d'un enfant. Donc, entre les femmes et les hommes qui ont la même profession, l'écart de rémunération devient plus grand, ou du moins s'accentue à la naissance d'un enfant. Donc, c'est vraiment là aussi où il faut agir justement pour avoir l'égalité. Ouais, j'aime ça aussi.
Bah, j'aime ça ce que tu ajoutes, Amélie, parce que du coup, c'est comme si même pour les hommes aussi, c'est inégalitaire dans le sens où, étant donné qu'il y a un écart entre les salaires, que donc c'est pas égalitaire au niveau de l'attribution des salaires, étant donné que le couple veut survivre aussi financièrement, l'homme fait le choix, mais est-ce réellement un choix aussi de dire bah, c'est moi qui le prends pas parce que c'est moi qui ai le plus haut salaire. Donc, même par rapport aux hommes, c'est-à-dire que ceux qui voudraient peut-être sont peut-être bloqués pour des raisons financières. Puis j'aime ça qu'on parle de culture parentale, puis justement de l'intention derrière les politiques qui est peut-être l'intention est peut-être pas assez profonde pour pouvoir créer une politique qui va aller dans la profondeur de l'intention, que, il y a des évolutions, mais qu'encore là, tant qu'on n'adresse pas la vraie vision, la vraie intention plus profonde, la racine, ben on résout pas réellement dans la durée, en fait, on résout rien. Au travers de ça, on perpétue les inégalités. Puis il y a aussi quelque chose au niveau de... Ouais, je voulais rebondir sur le fait que justement, l'affaire de avant, toute cette portion-là de la vie, justement, de donner naissance, puis de prendre soin d'un enfant, c'était du, du bénévolat, en fait. C'était non rémunéré. Puis au fur et à mesure, on commence à le rémunérer. Donc, on commence à reconnaître l'importance de ce travail-là. Puis je mets travail entre guillemets pour la société, puis dans la vie. Mais encore là, c'est tout cet aspect du soin qu'on détermine que ça revient aux femmes, puis c'est un état de fait. Ça doit être les femmes. Étant donné qu'elles donnent naissance, elles doivent poursuivre le processus. Puis là aussi, j'ai l'impression qu'il y a une faille importante, même dans comment on perçoit qui devrait prendre soin. Puis pourquoi, justement, pourquoi, l- pourquoi la femme est celle qui automatiquement est celle qui est catégorisée comme celle qui prend soin. Et on le sait que dans la société, bah, comme tout ce qui est au niveau du soin, du prendre soin, c'est ce qui est le moins valorisé, puisqu'on même le RQAP, la façon dont c'est organisé, le système de garderie, c'est pour faire en sorte que les gens retournent le plus vite possible sur le marché du travail. Moi, je vois quelque chose à ce niveau-là aussi. Puis je sais pas vous, mais j'avais envie de l'apporter aussi de cet angle-là de... Ouais, ouais. Absolument, parce que en plus, je pense que le fait aussi que on se dit souvent, ah ben c'est au couple de choisir, mais c'est mettre une pression irréaliste sur les individus quand les normes sociales poussent pour que ça soit encore le rôle prédominant chez la femme, quand les standards dans l'organisation sont pas comme ça. Tu sais, il y en a qui veulent, il y a des pères qui sont comme moi, je voudrais, mais je pense que je peux pas, ou tu sais, les autres dans mon organisation ne le font pas. Donc, c'est sûr que si on met la pression juste sur les individus, le changement va se faire très lentement. Tu sais, il faut qu'on ait des changements aux trois niveaux, gouvernementaux, organisationnels et aussi individuels, parce que sinon, ça bougera pas aussi vite que même si les gens individuellement le veulent. Et puis dans les actions aussi, c'est comme si si les politiques permettent de changer les actions qui sont faites au quotidien, il y a peut-être une obligation de les respecter, mais au fur et à mesure, il y a une culture qui change parce que là, même si on change les politiques, très profondément, c'est ancré dans la psyché, dans nos réflexes que c'est comme ça, en fait. Et le fait justement que ça reste très ciblé sur comme le choix individuel de chacun fait que il n'y a pas un changement de structure, il n'y a pas un changement de culture, puis il y a un cercle vicieux qui on tourne en rond. De la norme sociale qui se répète au final, là. Ouais. Puis c'est mettre aussi, tu sais, beaucoup de pression, je trouve, sur les entreprises de porter la responsabilité du bien-être des personnes qu'elles emploient, tu sais, sur, par exemple, d'offrir des meilleures conditions de travail ou de, tu sais, de individuellement s'assurer de répondre aux besoins, tu sais. Puis je pense que c'est de demander à chaque organisation de faire cet exercice-là, puis d'offrir des conditions. C'est quand on collectivise, en fait, on vient enlever un poids qui s'ajoute.
Donc, je trouvais que c'était quand même aussi, tu sais, on parlait beaucoup de la responsabilité des individus, justement, mais il y a aussi, tu sais, celle qu'on, quand le gouvernement ne prend pas la responsabilité, c'est qu'il la délègue automatiquement. Puis à ce moment-là, ben, ça rajoute du poids supplémentaire sur tout le monde. Pour Oui, faire du pouce, ah non, ouais. oui, Sur ce que tu oui. disais, Sophia, par rapport à, tu sais, on prend pour acquis, en fait, c'est ça, c'est qu'on prend pour acquis que, bon, c'est la femme qui accouche, donc c'est elle qui continue ce rôle-là. Puis récemment, je parlais justement avec un médecin, puis il me dit, ben Amélie, c'est normal, c'est elle qui allaite, tu sais, parce que je parlais du partage du congé parental. Puis c'est comme utiliser, tu sais, l'allaitement est utilisé comme une excuse de ne pas remettre en question ou de ne pas regarder est-ce qu'on fait un choix différent. Puis pour avoir assisté à une discussion du mouvement Allaitement Québec cette semaine, les femmes, pour elles, ce n'était pas un frein de retourner au travail. Elles avaient des solutions si elles voulaient continuer d'allaiter. Tu sais, plusieurs choisissent de tirer leur lait, plusieurs font du télétravail si l'autre partenaire garde l'enfant. Tu sais, ils trouvaient des solutions. Pour elles, ce n'était pas un frein. Donc, des fois, je trouve qu'on te donne des excuses, mais allons poser premièrement la question aux personnes au lieu de prendre pour acquis. Puis aussi, c'est pas non plus la majorité des femmes qui allaitent après, exemple, 6 mois. Tu sais, je pense qu'on est à comme 30%. Fait que, tu sais, on prend une excuse puis on généralise, alors qu'on devrait quand même regarder aussi, demander la question aux personnes qui sont davantage concernées pour voir qu'il y a beaucoup de différentes solutions qui sont possibles. C'est un point sur lequel je te rejoins tellement, Amélie, parce que, tu sais, je pense, quand est-ce qu'on a consulté les personnes qui donnent naissance sur leurs besoins? Tu sais, les nouveaux parents, les personnes qui donnent naissance, quand est-ce qu'on leur a demandé de quoi avez-vous besoin? Puis ça, parce que de mes recherches, et j'ai rien vu pour l'instant qui avait été fait en ce sens-là. Tu sais, on n'a pas eu de grandes consultations, on a toujours eu on s'est toujours fié sur des modèles internationaux ou les meilleures pratiques, tu sais, pour mettre en place des mesures, mais d'aller parler aux gens puis de leur demander c'est quoi vos besoins, puis qu'est-ce qu'on pour essayer de trouver des solutions à partir de là. Honnêtement, c'est un besoin qu'on a collectivement au Québec. Oui, puis il y a une forme de dialogue alors que ça demanderait d'avoir justement au niveau de quoi on a réellement besoin. Puis une fois qu'on entre dans le dialogue, ça veut dire que si on entend les besoins d'une certaine manière, on peut plus vraiment ignorer ce qu'on a pu entendre. Mais j'ai une question aussi par rapport au fait que là, quand on en parle et qu'on approfondit là-dessus, c'est presque une évidence que qu'il y a un problème, que ça bénéficie à personne au final, ni aux femmes, ni aux mères, ni aux hommes, ni à la société au final, parce que on le voit comme la détresse des mères est grandissante aussi, la détresse des parents, comme même au niveau du couple, comme ça fragmente au travers les inégalités qui sont vécues aussi dans cette expérience qui est la parentalité. Mais qu'est-ce qui fait selon vous que c'est devant nous, mais qu'on n'est pas en capacité d'agir dessus? C'est quoi les, les biais qu'on peut avoir en lien avec ça, puis qui font que ça n'avance pas nécessairement, que ça s'approfondit pas nécessairement. Puis c'est une large question, donc il n'y a peut-être pas toutes les réponses non plus. Euh, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'agit pas? C'est ça sur Ouais. qu'est-ce qui fait qu'on n'agit pas? Ben, moi, tu sais, déjà, je pense que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de mise en commun. Tu sais, on parlait de, on n'est pas consulté, mais je trouve aussi, tu sais, qu'on est super individualisé dans nos vies, mais dans nos trajectoires aussi. Puis ça fait que, tu sais, on n'a pas cette vision-là d'ensemble, puis la puissance aussi qui peut s'en dégager, tu sais, la puissance de mobilisation qui peut s'en dégager. Fait que pour moi, je trouve ça difficile comme posture. Puis, tu sais, je pense que dans la société, j'ai commencé à poser la question autour de moi, tu sais, est-ce qu'on a connaissance de la pénalité à la maternité? Parce que quand on commence à en parler, j'ai l'impression qu'on touche à la question. Mais j'ai l'impression qu'on vit aussi dans le mythe du Québec paradis des familles, puis du fait que donner naissance, c'est aussi tu sais, un sacrifice de la vie, avoir des enfants, tout ça. Fait que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de mythes qui persistent
autour de nous, puis qui nous ancre dans certains espaces dans lesquels, au final, on ne re-questionne pas. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'on vit quand même dans une bulle de sécurité où on ne sent pas nécessairement une urgence d'agir non plus. Souvent, tu sais, on est. Puis tu sais, je dis ça d'une position de personne privilégiée. Je ne connais pas la réalité des personnes monoparentales ou en situation de précarité qui, elles, ressentent clairement les conséquences, tu sais, de vivre avec 55% de son salaire qui était déjà au salaire minimum, tu sais. Euh, Fait que parce que je mentionne comme ça qu'il n'y a pas de revenu minimum avec le RQAP aussi. Fait que soit tu peux être éligible ou non, puis quand tu es éligible, ben c'est ça, c'est ton salaire qui compte. Fait que ça peut tomber très bas, 55% de ton salaire. Fait que, tu sais, c'est ça, j'ai l'impression qu'on vit, que la majorité vit avec un sentiment de sécurité malgré tout. Puis que les personnes qui sont en situation de précarité, ben, malheureusement, n'ont pas non plus, j'ai envie de dire, l'espace mental, l'énergie que ça peut prendre quand tu es en mode survie pour te mobiliser aussi. Fait que pour moi, c'est tous des éléments qui font en sorte que ben, on continue d'avancer, mais c'est en remettre en question. Puis j'ajouterais sur ce que tu dis, je pense aussi, tu sais, d'un point de vue perception, on voit que le congé parental, tu sais, la conciliation travail-famille, que c'est un frein à la progression de carrière parce qu'encore une fois, on associe beaucoup performance et disponibilité. Puis veux pas disponibilité quand t'es parent, ben tu la contrôles pas. Tu en as pas illimité, tu en as probablement moins qu'avant. Donc, il y en a beaucoup que, bon, conciliation travail-famille, ça veut dire que tu ne peux pas monter les échelons. Donc, il y a cette perception-là, je pense qu'il faut vraiment qu'on change. Puis les attentes aussi qu'on s'attend des gestionnaires, tu sais, un gestionnaire peut être super, ou une gestionnaire peut être super bon, mais pas nécessairement disponible 24 heures sur 24 ou 7 jours sur 7. Tu sais, moi, je l'entends, il y a des femmes qui se font dire, ben si tu veux monter, il va falloir que tu revoies un peu ton équilibre travail-famille ou ta conciliation parce qu'on s'attend à ce que tu répondes le soir ou que tu sois disponible pour plusieurs événements et tout ça. Fait que c'est là où on remet en question, la progression de carrière, mais est-ce que c'est vraiment des attentes qui sont justifiées pour ce rôle-là? Est-ce que c'est ça qui va faire que ça va mobiliser l'équipe? Potentiellement pas. Fait que je pense qu'on a comme tout ça à déconstruire aussi, l'attente de la performance liée à la disponibilité qui freine justement beaucoup ceux qui en ont pas, dont les parents, parce que ça devrait pas être associé les deux. Tu sais, quelqu'un qui est parent, qui a pas beaucoup de disponibilité peut être excellent dans un rôle de direction. Mais pour l'instant, en ce moment, c'est comme si c'était pas vu possible. Donc, quand on voit ça comme un frein, ben peut-être que certaines personnes sont peut-être moins portées à faire « Ah, on va faire des changements » si c'est ça le résultat. J'ai l'impression aussi que c'est ce qu'on valorise dans la société, tu sais, le fait de devoir j'ai travaillé fort pour obtenir ce que tu as, puis travailler fort, c'est un investissement de temps, tu sais, de présence, d'énergie. Puis les modèles de femmes qu'on nous présente souvent, tu sais, comme ayant réussi à la tête d'une grande entreprise, ces femmes-là, des fois aussi, puis ça fait partie de leur réalité, puis je suis certaine que ça fait partie de la réalité de beaucoup de gens, mais nous présentent aussi, tu sais, leur succès qui est dû au fait de ne pas avoir honte d'aller chercher de l'aide, tu sais, pour s'occuper des enfants au retour de l'école, être présent pour les enfants au retour de l'école, pour l'aide ménagère, pour l'aide au niveau des repas. Tu sais, comme si justement, tu sais, ça demande tellement de temps, euh, la réussite de carrière, que ça doit être au final, tu sais, le seul focus. Fait que ça, je trouve aussi que c'est un élément qui nous pousse, je pense, un peu des fois dans cette direction-là de, comme tu disais, Amélie, tu sais, d'être disponible pour ton travail à 110%, 150% tout le temps pour, si tu veux réussir, si tu veux monter les échelons. Ça fait aussi partir de la culture populaire qui est entretenue. Ouais, puis là, pour rebondir à nouveau encore, c'est tout le système économique qui est basé là-dessus. On parle de croissance, puis on est encore dans la croissance infinie de toute manière.
Et donc, on dit quand on parle de croissance, tout de suite, on pense à la performance et que donc, même là encore, en tant que mère ou en tant que parent, si on ne continue pas de croître, ben, on n'a plus de valeur ni dans le travail, ni dans la société. Et je me questionne, puis j'ai envie de vous poser la question, est-ce que si justement on retourne même chercher dans les valeurs de société qui en ce moment mettent le travail dans le gros focus, est-ce qu'il- est-ce que selon vous, il manquerait de place pour la valeur famille, pour la valeur soin, ou peu importe comment on a envie de l'amener? Si je peux répondre, puis peut-être c'est nuancer ce que j'amenais aussi précédemment, tu sais, je pense qu'il manque peut-être de modèles. Tu sais, ça serait le fun d'avoir différents exemples de personnes qui ont à la fois une interprétation de la réussite différente, mais qui justement ont privilégié une présence riche dans leur vie personnelle, mais aussi, tu sais, dans leur vie de carrière. Fait que ça, on dirait que je trouverais ça intéressant qu'on puisse ajouter dans notre imaginaire collectif, dans nos repères collectifs, des modèles comme ça. Oui, puis en même temps, ces modèles, ils sont durs à porter parce que peut-être que ça, c'est pas le modèle auquel auquel que tu imagines, mais nous, en tant que parents, puis je nomme aussi qu'on est privilégiés, on a décidé d'abandonner nos grosses carrières et de suivre nos élans, puis de garder les enfants à la maison, et puis de réduire toutes nos dépenses, puis d'être les deux à prendre soin, puis d'être les deux à nourrir les élans de l'un et de l'autre. Mais je tiens à dire que cette posture de modèle-là, qui peut-être en est un ou en est pas, euh, il crée de la distance avec le modèle dominant qui fait qu'on est perçu souvent comme soit irresponsable, soit un peu utopique, où on nous imagine échouer au final parce que nécessairement ça va nous retomber dessus. Donc il y a comme un isolement d'apporter ce genre de modèle-là et de les vivre au quotidien, tellement que parfois la pression donnerait presque envie de retourner dans la normalité, puis de laisser aller les élans, puis de... Ouais, Puis je pense que c'est là aussi le problème, c'est qu'on juge les modèles qui sont différents des nôtres, tu sais. Même juste, je parlais avec une femme qui est dans un comité de direction, puis elle s'est fait juger toute sa carrière parce qu'elle voyageait, tu sais. Mais est-ce qu'un homme qui fait la même chose se fait juger? Tu sais, on dirait que les attentes sont tellement élevées, autant au travail qu'à la maison. Puis c'est toujours une question, encore une fois, je reviens avec le même sujet, mais de la disponibilité, tu sais, on dit beaucoup, ou du moins on s'attend à ce que les mères soient tout le temps disponibles pour leur enfant, mais tout le temps disponibles pour le travail. Tu sais, à un moment donné, il y a comme une limite. Puis est-ce qu'encore une fois, c'est ça le critère? Tu sais, oui, ça en fait partie, mais c'est pas 100% de la réponse. Tu sais. Je trouve qu'on juge les mères qui sont pas 100% ou qui ont choisi de faire du travail temps plein, il y a aucune raison pourquoi on pourrait les juger qu'elles soient pas des bonnes mères. C'est pour ça que je trouve que les attentes, tu sais, on parle du intensive parenting, sont complètement irréalistes, autant du côté personnel que du côté professionnel. Puis c'est là où je pense qu'on modélise un modèle qui n'existe pas. Puis quand on sort de ça, ben on juge ou on va apporter certaines comme des questions comme si ça se faisait pas, alors que je pense que tout le monde peut trouver aussi où se situer, où ils sont bien, puis que ça peut être différent de nous. ouais. Ouais, et puis au final, tout le monde est jugé là-dedans parce que tu sais, tu l'as nommé, celles qui veulent justement aller nourrir comme ce qui leur fait du bien au travail, donc qui sont 100% dans le travail, on les juge. Celles qui sont 100% dans la maternité, on les juge. Les pères qui veulent être des pères, on les juge parce qu'ils auraient moins d'ambition que les autres. Les mères qui ont trop d'ambition, on les juge parce que ça voudrait dire elles ne veulent pas prendre soin, alors qu'au final, au final. Puis, puis vous alors, qu'est-ce que vous auriez envie de proposer? Dans quel angle est-ce que vous voulez amener ce changement-là? Puis je sais que c'était pas nécessairement dans les questions, je sais plus si c'était dans les questions, mais
Qu'est-ce que vous voudriez nous apporter aujourd'hui qui peut-être amènerait à réfléchir, puis à réfléchir justement collectivement, à amener comme une forme de dialogue au travers comme cet élan qu'on porte? Ça l'amène à la réflexion. On dit, qu'est-ce que... Peux-tu répéter la question, Sophia? On dirait que j'étais tellement partie dans mes réflexions que j'ai oublié ta question de départ. Mais dans le fond, c'est quoi votre proposition? C'est quoi votre, ouais, votre proposition, les réflexions que vous nous proposez peut-être d'avoir pour élargir les perspectives ou d'action? Ben, c'est sûr que moi, je vais proposer encore une fois le partage du congé parental, puis d'avoir des politiques organisationnelles et gouvernementales pour un meilleur partage. Parce que je pense que ça part vraiment de là. C'est comme un peu la fondation de ce qui s'en vient par la suite, c'est quand on devient parent. Je pense tout le monde peut jouer un rôle, autant quand on est individu, quand on est organisation. Bon, au gouvernement, c'est un petit peu plus difficile, mais même avec le RQAP, là, avec leur surplus, je pense qu'ils ont quand même une décision à prendre. Puis pour moi, il n'y a pas photo, là, tu sais, il faut, il faut augmenter les prestations plutôt que réduire les cotisations. Mais bref, pour moi, pour revenir à ta question de qu'est-ce que je propose, c'est de remettre en question quand on prend pour acquis certaines décisions, puis de se poser vraiment la question si moi j'ai envie, exemple comme père, de prendre ce congé-là, ben de s'assurer que ça se fasse. Comme organisation, quand on dit qu'on veut soutenir l'ensemble de nos employés dans leur conciliation travail-famille, ben d'avoir des politiques qui sont égalitaires, qui parlent plus de parentalité, d'avoir autant des outils qui soutiennent justement les hommes que les femmes. Donc, avoir cette possibilité-là et cette ouverture, je pense qu'on peut tous revoir un peu aussi nos doubles standards, autant au travail qu'à la maison, puis de se dire qu'est-ce qu'on peut changer, que ça soit une petite chose, juste dans la division aussi des responsabilités familiales, la perception entre les pères et les mères est très différente. Les mères sont beaucoup moins nombreuses à dire qu'on partage également les responsabilités familiales, alors que les pères sont beaucoup plus nombreux à dire oui, c'est égal. Donc, il y a comme vraiment une perception différente due probablement aux tâches invisibles, due à ce qu'on n'est pas nécessairement, on voit pas la même chose. Fait que, tu sais, je pense qu'on peut tous, en tant que couple aussi, revoir, se poser la question, est-ce qu'on est satisfait? Est-ce que la division nous permet d'atteindre nos objectifs professionnels chacun de notre côté? Sinon, qu'est-ce qu'on peut changer à la maison pour que ça soit plus égal d'un côté et de l'autre? Et en complément de toi, moi, ma proposition, c'est qu'on puisse justement tracer une trajectoire égalitaire pour les personnes enceintes, les nouveaux parents, pour s'assurer que, au final, tu sais, la maternité, la parentalité, ça ne soit pas un obstacle à la trajectoire égalitaire, qu'on puisse, par nos choix collectifs, soutenir tout le monde qui entre dans le parcours de la grossesse puis de la parentalité, puis que nos politiques publiques soient vraiment taillées sur mesure pour ça. Tu sais. Puis ça passe par identifier c'est quoi les besoins pour être capable de justement faire des politiques qui vont soutenir la trajectoire correctement, puis qu'on laisse le moins de gens possible tomber entre les mailles du filet. Donc, ça serait vraiment de s'assurer que la fameuse trajectoire là, dont je vous parlais tantôt, des chercheuses, que plutôt que ben, ça chope à partir du moment où il y a une grossesse puis une première naissance, ben, au contraire, c'est qu'elle soit soutenue tout au long de la trajectoire de vie. Fait que moi, c'est ça ma proposition, c'est qu'on vise une trajectoire égalitaire pour qu'un jour, on arrête de célébrer le 8 mars. Oui, oui. Mais comment on touche aux politiques? Comment est-ce qu'on arrive à toucher le politique? Parce que là, c'est une grande question aussi. On est beaucoup à avoir des élans et à vouloir changer les choses. Puis dans la façon dont la structure est faite, même si on parle de démocratie, le fait est qu'il n'y a pas de discussion réelle collective qui est faite et qui fait qu'on arrive à accéder aux politiques. Comment est-ce qu'on fait? Par quoi est-ce qu'on attrape ça? Ben, si je peux, Amélie, jump in, moi, j'ai envie de vous raconter une belle histoire, tu sais, pour semer de l'espoir, de l'enthousiasme. Puis c'est celle, en fait, de la création du RQAP dans les années
90 qui a mené en fait à l'adoption en 2006, mais ça a été de 1988 à 2006 vraiment une longue bataille, mais avec un gros changement quand même au niveau social. Fait que le mouvement social qui a mené à la création du RQAP, ben, c'est parti en fait de la part des organisations syndicales, féministes puis communautaires qui étaient tannées en fait de subir les changements de l'assurance-emploi qui jouait tout le temps avec les règles. Tu sais, pour se qualifier à l'assurance-emploi, il faut que tu aies fait un certain nombre de semaines, un certain nombre d'heures en fait pour te qualifier. Puis l'assurance-emploi, dans ces années-là, changeait beaucoup les règles. Ah ben là, ça va te prendre 600 heures pour que tu aies accès à l'assurance-emploi. Puis ah ben là, ça va être 60% de ton salaire. Puis là, après ça, c'était ah non, ça va te prendre 800 heures pour avoir accès à l'assurance-emploi. Puis ça va être 55% de ton salaire. Fait qu'à un moment donné, les organisations ont fait comme, ben là, c'est assez parce que le congé de maternité était inclus dans l'assurance-emploi. Puis, il y avait de moins en moins de femmes, de personnes qui donnaient naissance, qui avaient accès. Donc, ça l'amenait les personnes qui donnent naissance dans un état de grande pauvreté. Fait que les organisations se sont dit, OK, ben on va créer le regroupement québécois pour l'assurance parentale. Et on va militer pour rapatrier, pour créer au Québec un régime d'assurance parentale qui va répondre mieux à nos besoins. Fait que ça a été une longue mobilisation pour adopter une plateforme de revendication. Puis en plus du regroupement, il y a eu Force Jeunesse qui s'est aussi ajouté puis qui a mis la main à la pâte pour les revendications. Il y a eu un groupe citoyen, les bébés du millénaire, qui était mené par l'actuelle ministre Christine Fréchette, ministre de l'Économie. Et c'est ça. Puis tout ce monde-là ont milité pendant plusieurs années auprès des élus, fait des campagnes de mobilisation de la population, fait un défilé de poussettes dans les rues pour réclamer en fait la création du régime. Puis ça a été euh, un travail qui s'est fait avec les élus très rapidement parce qu'il y avait, je pense, cet impact-là qui est allé chercher les phares de mobilisation, mais aussi, il faut dire que c'était 1 million de personnes qui représentaient ensemble les milieux syndicaux, communautaires puis féministes. Donc, c'était quand même beaucoup de monde qui se mobilisait. Il y avait un consensus au niveau il y avait un consensus social, mais aussi de plus en plus grand chez la population. Fait que c'est vraiment par la mobilisation, puis souvent en forgeant justement des alliances comme ça au sein de la société civile qu'on va réussir à aller chercher des changements auprès des élus. Mais c'est pas des batailles qui sont gagnées d'avance parce que, ben, par exemple, dans le cas du régime québécois, l'assurance-emploi, ben, il fallait aller chercher l'argent de la caisse au fédéral. Fait que ça a été plus long que prévu malgré le fait qu'il y avait le gouvernement québécois voulait aller de l'avant, mais tu sais, finalement, ça a été adopté, ça a été arrivé. Fait que la mobilisation citoyenne, la mobilisation sociale, quand il y a vraiment un mouvement de masse, puis qu'elle va chercher la légitimité aussi dans les besoins des gens. Puis, mais et ça a le potentiel, en fait, de, d'aller créer un projet collectif puis de voir les changements s'opérer. Mais c'est jamais un travail qui est facile. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande de la résilience, mais c'est possible. Fait que, voilà. Fait que j'avais vraiment envie de vous dire, c'est ça, c'est pas facile, mais c'est possible. Puis c'est arrivé déjà quand même plusieurs fois dans l'histoire. On en a eu des beaux gains sociaux comme ça. Donc là, c'est d'où on part pour être capable de créer le mouvement social. Ben, j'espère arriver avec un début de mouvement, avec la création de Ligne d'arrivée qui se veut un groupe de défense collective des droits. Je suis déjà allée mobiliser une partie de la société civile qui sont prêts à aller de l'avant, puis tout le monde a quand même un agenda chargé au niveau des priorités parce que, tu sais, les priorités se sont tellement démultipliées depuis, ben, en fait, dans l'agenda politique. Fait que, en ce moment, il n'y a pas de remise tu sais, il n'y a pas le timing qu'on avait à l'époque avec la création du RQAP. Il n'y a pas de contexte social qui fait comme, ah, ça va donc bien mal, tu sais. Au contraire, tu sais, je pense je parlais tantôt du sentiment de sécurité dans lequel on vit, des mythes aussi qui sont très présents, comme quoi est-ce que on est déjà le paradis des familles, donc pourquoi est-ce qu'on mettrait notre énergie à le remettre en question? Mais je pense que quand justement, tu sais, moi, je le vis dans mon milieu, là, à chaque fois que je connecte avec une personne qui a donné naissance, c'est comme, on parle tout de suite
comment tu as vécu ton congé, c'était comment durant la grossesse, le milieu de travail, tu sais. Puis, il y a des choses qui ne changent pas parce que la citation Dis-moi où tu travailles, je vais te dire comment se passe ta grossesse. Ça, c'est une citation qui date des années 2000, puis est encore d'actualité en 2025. Puis, il y a aussi une citation du Conseil du statut de la femme qui date de justement quand le Conseil du statut de la femme militait pour la création du RQAP, puis qui dit il n'y a rien comme quoi est-ce que il y a rien de plus certain que la précarité d'une femme qui donne naissance, tu sais, tout au long de sa vie entière. Ben, c'est encore vrai dans les années 2020, en 2025. Fait que je pense que il y a moyen, parce que justement, on connecte tellement entre nous sur la maternité. C'est vraiment quelque chose qui est. Tu sais, c'est un lien naturel entre des gens qui partagent rien en commun. Si tu partages la maternité ensemble, tu sais que tu as un puissant sujet de conversation sur lequel tu vas partager tes hauts, tes bas, puis ton vécu. Fait que je me dis que si on met ça en commun, tous ces récits-là, puis qu'on est capable de juste voir collectivement, tu sais, c'est quoi les manquements, ben, on va être capable d'aller chercher des gains aussi. C'est beau! C'est ça, je connaissais pas du tout l'histoire du RQAP, puis je trouve ça, oui, plein d'espoir en fait de se dire que, que, que ça s'est passé il n'y a pas si longtemps en fait, puis que les récits de ce moment-là, puis de cette mobilisation a pu amener à quelque chose de tangible que nous, en ce moment, malgré les failles qui sont existantes, ça a changé notre façon de vivre notre parentalité, notre maternité. Puis ça, tu sais, tu parles de mobilisation, puis je trouve que ça fait un beau lien avec le Ensemble demain, qui est le nom du balado, puis qui revient toujours à on a des vulnérabilités en tant que société, on en a dans les milieux de travail. Ces vulnérabilités-là, ben, en quelque sorte, elles peuvent nous permettre de nous relier. C'est tous ces récits intimes de moments finalement qui sont des moments de vulnérabilité. C'est ce qui peut nous permettre de nous mobiliser pour créer un mouvement tel que, à partir de là, il y a quelque chose qui change. Ouais. Fait que je trouve ça beau. C'est réduire comme ce que tu as dit. Et je sais pas ça que je veux faire, mais moi, ça me fait du bien en ce moment de t'entendre nous raconter ça. Puis j'ajouterais, pour faire du pouce sur ce que tu as dit, Elisabeth, tu sais, quand tu dis que ça crée un lien quand on partage justement ça, puis j'entendais justement un père me dire exactement ça. Donc, je pense, en voulant dire qu'il partageait avec un de ses clients, il y avait des enfants du même âge, tu sais, puis bon, le rôle de père. Donc, je vois aussi ça, tu sais, autant, oui, chez les mères, mais autant chez les pères. Puis je pense que ça, on peut aussi, tu sais, le mettre de l'avant, comme quoi que la parentalité, c'est vrai là, que ça peut unir toutes sortes de personnes qui peut-être n'ont rien d'autre en commun, mais peuvent partager ça. Ouais. Qu'est-ce qui nous unit au final? Parce qu'on voit Mhm. beaucoup ce qui nous fragmente, mais qu'est-ce qui nous unit en fait? Qu'est-ce qu'on a de commun en fait qui peut nous permettre d'agir en commun? Ouais. Ben, tu sais, ça part un peu comme la conversation qu'on avait avant de commencer le podcast sur Ah, cette semaine, pas de virus, ça va bien. Ah, le mois dernier, c'était plus difficile. Fait que, tu sais, je pense que quand que tu sais que tes parents dans un groupe, là, ça va vite au niveau de la connexion qui se bâtit. Fait que pour moi, c'est un peu la même chose, tu sais, au niveau de. Ben bref, c'est ça. Je me répète, mais c'est vraiment un lien qui est vraiment puissant. Ouais. Puis vous, est-ce qu'il y a peut-être des personnes ou des lectures ou des choses que vous auriez envie de partager ici pour justement peut-être pour celles puis ceux qui écoutent l'épisode puis qui ont le goût d'approfondir, qui ont le goût d'aller plus loin justement dans tout ce qui a été partagé, qui a peut-être nourri vous, votre réflexion sur tout ça. Moi, je suis en train de lire un livre sur l'égalité au Québec entre les femmes et les hommes. C'est une nouveauté, ça vient de sortir. Je vais te retrouver l'auteur, mais c'est super intéressant. En fait, l'auteur explique d'où viennent les inégalités, un peu l'histoire du Québec. Elle aussi offre des pistes de solutions. Puis c'est très, tu sais, notre situation, tu sais, c'est vraiment au Québec. Fait que je t'enverrai le nom parce que je trouve que c'est fort intéressant.
Merci Amélie. Ouais, je le mettrai dans les références du balado, comme ça tout le monde l'aura. Mais moi, je vais commencer par donner tout le crédit de l'histoire du RQAP à Marie-Ève Giroux, qui au de crise de l'UQAM, là, qui est un centre de recherche en innovation sociale, bref, crise de Marie-Ève Giroux, qui est parue en 2008. euh, pour les personnes qui ont envie d'approfondir encore plus. Sinon, j'aime, moi, mes lectures de base qui ont influencé ma lecture de la situation sur la maternité, c'est Maternité, la face cachée du sexisme de Marie-Lise Amelin et Fanny Britt, Les tranchées, puis ensuite Les retranchés et qui est paru chez Atelier 10. Puis j'ai aussi Égalité, fécondité et maternité, le soutien aux familles au Québec de Sophie Mathieu, qui est paru aux presses de l'Université Laval l'année dernière. Ça fait plein de belles lectures que je vais m'empresser d'aller découvrir. Moi qui aime tant ça lire. Merci, merci beaucoup. Puis là, on arrive à la question finale. Puis je sais qu'on a déjà rêvé beaucoup, mais quand même, c'est la question de clôture. Et puis peut-être qu'elle va aussi dans un angle plus intime, puis plus large que ce qui a trait à la parentalité ou à la maternité, ou bref, je ne sais même plus quel mot utiliser, mais si vous vous laissez l'espace d'imaginer, de rêver, d'entrer dans votre utopie à vous, comment est-ce que, en fermant les yeux ou pas, vous imaginez nos sociétés demain, notre monde demain, comment on s'y sent, puis qu'est-ce qui s'y passe, puis comment ça s'organise, c'est quoi votre rêve à vous? Moi, j'ai un rêve qu'on valorise le temps en congé parental. J'ai vraiment un rêve que ça soit valorisé sur le marché du travail, c'est-à-dire que c'est pas, oui, on est absent du travail, mais on développe des compétences qui vont être bénéfiques pour notre emploi. Qu'on n'ait plus le commentaire de ah, t'es enceinte, ah, tu pars quand? Parce que là, tu sais, d'avoir ça comme un frein, qu'on valorise davantage cette période-là. Je pense que tous les parents sont d'accord comme quoi qu'on on fait pas rien en congé parental. Hein. C'est vraiment un mauvais terme à utiliser, premièrement, mais qu'on se développe énormément. Pour moi, je dis souvent, mon expression, c'est la meilleure formation pour un poste de gestion parce que tu apprends plein de compétences en un peu de temps. Donc ça, je rêve beaucoup qu'on valorise cette période-là. Je rêve d'un monde paritaire au niveau des rôles de direction, au niveau des rôles de pouvoir, d'influence. Je pense que le monde se porterait mieux si on avait davantage une parité, parce qu'on le monde est paritaire, je veux dire, on est 50% hommes, on est 50% femmes, donc avoir cette parité-là dans les postes qui prennent les décisions, qui, euh, qui influencent, je pense que ça serait vraiment bénéfique pour tout le monde. Moi, je rêve d'un monde où nos élus utilisent l'analyse différenciée selon les sexes, l'ADS+, dans l'analyse des politiques publiques pour vraiment s'assurer que chaque décision qu'on prend se fait en fonction du du soutien à tout le monde. Fait que c'est vraiment selon les besoins. Puis ça ferait en sorte que dans toutes les politiques publiques, ben, on viserait justement l'atteinte de l'égalité. Puis parce que, outre que d'utiliser la DS+, tu sais, ça serait un critère de prise de décision. Puis ça ferait en sorte que je me sentirais en sécurité dans la société, que ce soit en milieu de travail, que ce soit dans ma vie personnelle, que ce soit en marchant dans les rues le soir, à la sortie des bars, vraiment comme dans tous les aspects, hein, que la société se transforme de plus en plus en safe space, où ce que on est justement bienveillant les uns envers les autres, tu sais, parce qu'on a intégré nous-mêmes cette valeur-là, tu sais, où ce qu'on a, on part tous de trajectoires différentes, mais que on est tous égaux dans nos besoins. Puis, fait que, c'est ça, moi, c'est un peu là que je rêve. Merci. Merci d'avoir accepté de rêver avec moi, de déposer vos élans ici.
Merci d'avoir pris le temps de la conversation. Merci ben, d'y avoir mis votre énergie aussi parce que je sentais tout le long. Puis là, les gens vous voient pas, mais je sentais comme à quel point ça pétille quand vous parlez de vos engagements. Alors, merci pour tout ça. J'espère que ça ouvrira une réflexion, une conversation, un élan de s'engager, de se mobiliser. Et, euh, et ouais, voilà. Merci. Merci à toi de nous avoir reçus. C'était vraiment riche. Moi, je repars avec plein d'inspiration, puis encore plus le cœur au ventre pour continuer. Le cœur au ventre, j'aime ça. Moi aussi. Beaucoup de confiance puis d'espoir ben, qu'on pense parfois qu'on est tout seul, mais on n'est peut-être pas si tout seul que ça. Ouais. Vraiment.